Alors, Alors bonjour à tous, bon après-midi à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne également. C'est mon ordinateur qui faisait beaucoup de réverbération. Alors, désolé pour ça. Alors, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter la conférencière de cet après-midi, donc Catherine Villeneuve-Siconelli, qui va poursuivre un peu la discussion qu'on a eue ce matin ce matin, on a parlé de la montée de l'autoritarisme, le défi des régimes démocratiques. Et là, c'est plus clairement sur la question du populisme. Donc, Catherine Villeneuve-Siconelli est une spécialiste de ces questions. Elle termine une thèse très attendue maintenant que je sais le sujet de cette thèse à l'Université Laval, au département de sciences politiques. Elle travaille spécifiquement sur les partis antisystèmes et elle est la personne tout désignée pour nous parler de la montée du populisme. Ses travaux et ses demandes de subventions et ses projets ont été financés par le prix Joseph Armand Bombardier du CRSH, qui est la bourse que tout le monde veut avoir quand on fait un doctorat. Elle a aussi gagné pour son mémoire de maîtrise le plus prestigieux prix qui existe au Québec pour les mémoires en français en sciences politiques. C'est le prix Jensen-Petri, qui est octroyé par l'Association québécoise de sciences politiques. Elle a aussi le prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec, donc qui est un autre concours extrêmement sélectif. Puis, elle a même eu une médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est dire à quel point c'est la personne tout désignée pour venir nous parler du populisme. Donc, je te laisse la parole et à bientôt. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Excellent. Bien, merci de me recevoir. Franchement, c'est une super opportunité. J'ai enseigné un peu, j'ai cherché beaucoup, mais normalement, puis probablement que vous connaissez un peu cette vie-là, on est chercheur, on étudie des choses pendant vraiment très longtemps, pendant de nombreuses années, on est un peu reclus dans notre bureau, on ne parle pas à personne, puis on devient un peu avec les cheveux blancs, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de venir discuter de tout ça avec vous. Et je suis également chercheuse au centre de recherche, la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires à l'Université Laval et au groupe de recherche en communication politique. Donc, si jamais vous avez des questionnements, des intérêts peut-être qui vont, comme on dit, popper là, au fil de ma présentation, il y a énormément de partenariats qui peuvent se faire avec ces chaires de recherche-là, donc ça pourrait être intéressant pour vous. On a généralement énormément d'images qui nous viennent en tête lorsqu'il est question de populisme. On l'entend un peu partout, les médias nous bombardent, mais généralement avec un peu les mêmes exemples, un peu fourre-tout. Là, on parle notamment du parti de Marine Le Pen. On en a entendu parler avec le Brexit récemment. Évidemment, Donald Trump, etc., etc. Il y a aussi des cas qui sont un peu autoproclamés. Là, j'ai mis l'image de Maxime Bernier en bas et de Catherine Dorion qui disaient dans leur dernière campagne: on a besoin en politique d'une forme de populisme intelligent. Donc, ce serait non seulement bénéfique et en plus, ce serait intelligent. Donc, pourquoi pas? Est-ce qu'on sait toujours de quoi on parle? Est-ce qu'on connaît vraiment la teneur exactement de ce qu'est le populisme et qu'est-ce que ce serait un populisme intelligent comme tel? C'est pas toujours clair. On l'entend beaucoup. On le voit beaucoup, des gens s'autoproclament. Si c'est tellement partout, comment ça se fait qu'on l'étudierait, en fait? C'est convenu, on le prend pour acquis. Pourquoi pousser la recherche un peu plus loin? Je vous l'ai dit justement, ça devient un peu fourre-tout. C'est surutilisé, souvent mal utilisé, et même pas juste médiatiquement ou verbalement, mais même dans la recherche scientifique en sciences sociales. Tout le monde ne décrit pas forcément exactement qu'est-ce qu'on entend par populisme. On reprend, je vous ai dit, des exemples un peu convenus, mais on n'explique pas en quoi ce serait nécessairement populiste. Il y a énormément d'importance accordée aux termes, aux mots-clés populistes dans les médias. Mais au final, on tombe souvent dans l'opinion, un peu les croyances. J'ai l'impression que telle et telle personne est populiste. Tiens, certains termes, nécessairement, cette personne-là est populiste, mais pas forcément. Puis quand on le met en exergue avec l'empirie, les théories qui peuvent nous aider dans notre réflexion, généralement, ça ne veut pas dire que ça va s'arrimer finalement. Et il y a des conséquences assez importantes dans l'utilisation du terme populiste et du populisme en général dans la démocratie. C'est pourquoi je viens vous en parler pour les garder toujours en tête lorsqu'on veut s'interroger sur ce phénomène-là. Donc, je vais, après une petite gorgée d'eau.
Je vais vous introduire, avant de rentrer là, dans la poutine de la définition et qu'est-ce qu'on entend dans c'est quoi, dans le fond, le populisme, rentrer dans une petite introduction sur d'où ça vient, en fait, puis pourquoi on en parle, pourquoi est-ce qu'on voit nécessairement une montée de ça, pour ensuite rentrer sur des petites définitions, du moins des approches qui peuvent nous aider à cerner qu'est-ce que c'est. Suivi par trois que j'appellerais paradoxes par rapport au populisme. Vous allez voir, des fois, c'est très peu clair. C'est souvent une chose et son contraire. On n'est pas à une contradiction près lorsqu'on parle de populisme. J'en ai choisi trois, j'en ai regroupé trois. Il pourrait évidemment en avoir énormément plus que ça. Vous pourrez vous-même faire l'exercice à la limite et vous amuser à voir s'il y a d'autres paradoxes qui existent. Et ensuite, je vais terminer avec certains enjeux, certains défis qu'il faut garder en tête pour la démocratie actuellement, dans le monde contemporain aussi, pas juste ici, mais partout ailleurs. J'ai mis des exemples assez contemporains, assez proches de nous, somme toute, tout à l'heure, mais il faut garder en tête que le populisme, c'est pas nouveau, c'est pas apparu avant-hier sur un coin de table au bar local, là. Il y a énormément de chercheurs qui se sont mis non seulement à s'interroger là-dessus, mais en plus, on parle de vagues de populisme qui remontent même jusqu'au 19e siècle. Par exemple, avec des mouvements paysans russes, il y a eu le boulangisme en France. Il y aurait eu, par exemple, dans la période de l'entre-deux-guerres, il y aurait eu, si on pense à l'Amérique latine, il y a un peu partout les périodes de décolonisation. Donc, ce n'est pas arrivé hier. Il y a énormément de recherches qui se sont faites depuis les, je dirais, 10 dernières années. Là, il y a quand même un regain, mais ce n'est pas nouveau. Et durant les années 60, des chercheurs à la LSI se sont réunis parce qu'ils ont trouvé, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, c'est vraiment partout. Il y a une omniprésence du phénomène du populisme, mais au final, on ne s'entend pas sur ce que c'est. Donc, ils disent, au moment présent, donc en 67, d'ailleurs, cette conférence-là, je n'aurais probablement pas été invitée en tant que femme, et je n'aurais probablement pas été académique, mais cette réunion d'hommes fort probablement blancs se sont réunis et ont dit, on ne peut pas douter de la présence du populisme, mais no one is clear what it is. Et c'est la conclusion de cette belle conférence-là qui a mené à un ouvrage après en 69. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas nouveau. Les chercheurs s'y intéressent depuis vraiment longtemps, mais il n'y a pas nécessairement de consensus précis, définitif sur ce que c'est. Donc, depuis ces mêmes années 60-là, on remarque que c'est omniprésent, pas juste en termes littéraires, ou du moins dans la littérature aussi scientifique, mais les partis, leur nombre de sièges aurait triplé, leurs appuis populaires auraient doublé depuis ces mêmes années 60-là. Mais qu'est-ce qui explique ça, en fait? Il y a plusieurs théories, évidemment, qui expliquent un peu la montée de ces partis populistes-là dans nos démocraties contemporaines. Une qui est quand même assez parlante serait celle de la modernisation. Donc, deux facteurs principaux qui expliqueraient la montée du populisme. Il y aurait premièrement eu des changements économiques très importants au sein de la société qui, on en parlait avec Stéphane avant-hier, que la globalisation, la mondialisation, le dos assez large sur le pourquoi du comment aujourd'hui, qu'il y a énormément de problèmes, mais les gens qui tiennent à cette définition-là disent que, entre autres, les changements économiques, la mondialisation aurait amené plusieurs laissés pour compte. Certains auraient été plus favorisés que d'autres. Parfois, on évolue dans des milieux économiques, des milieux de notre milieu de travail qui est en déclin. Parfois, c'est même aussi, c'est pas nécessairement réel, mais c'est une perception d'une baisse de notre propre statut. Et donc aussi une réaction qui serait culturelle. Donc, il y a des changements, pas juste économiques, mais des changements sociaux, culturels, ce qu'on appelle un backlash entre des valeurs culturelles, entre les générations précédentes qui avaient peut-être même tendance à être plus conservatrices et des valeurs nouvelles, des valeurs plus progressistes. Donc, ça entre en collision, si on veut, de façon assez violente pour ces personnes-là. Et donc, ces gens tenant de ces laissés pour compte-là disent que tout va trop vite, finalement. Tout va trop vite, on ne comprend plus rien. Il y a une espèce de nostalgie du passé qui est soit réelle ou perçue. On entend tout le temps, bon, c'était donc mieux avant, etc., etc. Donc, ces gens-là pensent que, justement,
tout va trop vite, on ne comprend plus rien. Et donc, il y a un principe d'offre et de demande avec le populisme aussi. On a cette demande d'être mieux représentés, plus adéquatement avec nos valeurs, nos principes soit économiques, soit socioculturels, etc. Mais aussi une offre qui vient aller chercher, comme on dit en sciences politiques, ce gap-là, cette niche-là au sein de la société pour aller tenter de chercher ces gens, ces laissés pour compte-là et mieux les représenter. Donc, si on fait un petit retour, un petit résumé, il y aurait des changements sociaux, des changements économiques, un clivage entre les générations et leurs valeurs, des générations qui sont parfois plus conservatrices, mais qui sont encore présentes en proportion dans la société. Leur poids n'a pas nécessairement diminué, simplement leur poids électoral, eux, semblent qu'ils ont diminué par rapport aux nouvelles cohortes, donc qui seraient moins pris en compte. Donc, ça pourrait créer un certain ressentiment, une certaine même peut-être parfois intolérance par rapport à ces nouvelles valeurs-là et le sentiment de ne pas être adéquatement représenté. Et donc, ça peut nous inciter à vouloir délégitimiser finalement nos institutions représentatives parce qu'on ne se sent pas pris en compte. Eatwell et Goodwin, en résumé, je dirais, dit que le populisme provient de 4 D. Donc, d'un distrust, d'une méfiance entre ces valeurs-là, justement, qui clashent. Cette destruction même des idées, de nos propres idées, de nos valeurs qui, on a l'impression qu'ils n'existent plus. Une privation qui résulte de ces changements économiques et donc de ces inégalités par rapport à notre baisse de statut aussi. Et un désalignement entre nos valeurs politiques et cette instabilité que nous, on perçoit parce qu'on n'est plus aussi homogène qu'avant. Donc ça, et c'est là d'où ça vient, qu'est-ce que c'est un peu ce phénomène-là, et vous comprenez qu'il y a énormément de ressentis et d'antagonisme au sein de la société qui peut expliquer pourquoi le populisme est là aujourd'hui. Évidemment, et là, je m'adresse à des gens qui, en ingénierie, sont très cartésiens, je présume, devant moi, et je dois vous décevoir un peu dans le sens où il y a à peu près autant de définitions du populisme que de gens qui l'étudient. Donc, dépendamment de qui vous allez lire, personne ne va avoir la même définition, et croyez-moi, pour l'étudier depuis longtemps, c'est un peu un cauchemar. C'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on entend par le populisme, quelle définition on a pris, pourquoi on juge que cette définition-là serait la meilleure. On ne le dit pas trop. On peut s'en donner une large pour les biens de la présentation et on va la décortiquer après. Vous allez voir qu'est-ce qu'on entend vraiment par du populisme. Donc, on entend par une idéologie qui serait peu substantielle, qui considère que dans la société, on se divise en 2 camps. Donc, il y a un antagonisme entre 2 acteurs. D'un côté, le peuple qui serait considéré comme pur et l'élite qui serait corrompue. Et on affirme que la politique en général devrait être l'expression de la volonté générale du peuple. Donc, on sous-entend cette opposition, non seulement juste entre 2 acteurs, mais une opposition morale. Donc, on considère qu'il y a un pan de la société qui est mieux, qui est plus justifié, qui est plus pur que l'autre, alors que l'élite serait nécessairement corrompue, mauvaise, ne nous représenterait pas de façon convenable. Mais on sous-entend aussi, on le dit, c'est une idéologie peu substantielle. Donc, c'est une idéologie qu'on dirait mince, qui doit, contrairement, par exemple, au libéralisme, au féminisme ou à l'écologisme, ne peut pas se tenir toute seule. Elle doit nécessairement s'accoler à autre chose, soit un programme économique, soit une idéologie politique, gauche-droite par exemple, peu importe, pour se tenir et vraiment avoir un plein sens. Et on suppose également une volonté générale du peuple, un peu à la Rousseau, où on aurait un contrat social et qu'on respecterait la volonté de tout un chacun, ce qui, on va le revoir, n'est pas nécessairement toujours clair, et qui, nécessairement, cette volonté générale-là, mais d'un peuple qui est une définition très précise dans notre tête de qui est ce peuple-là. On va y revenir. Je vous disais, il y a autant de définitions que de gens qui l'étudient. Évidemment, notre définition va être teintée par l'approche qu'on va désirer aborder. On peut considérer le populisme comme étant simplement un mouvement qui viendrait de la société. Donc, ce ne serait pas nécessairement si méta, si politique que ça. Ce serait plutôt bottom-up, comme on dit, et ça émanerait de la société civile.
Ça pourrait être simplement un type de régime, un type de gouvernance. Simplement, ça sous-entend que les populistes, nécessairement, sont au pouvoir, sont ceux qui gouvernent. Mais pas nécessairement tout le temps. Il y a énormément de partis, de groupuscules populistes qui sont simplement dans l'opposition. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un type de gouvernance. Ce serait un type de parti, certes, mais ça implique que l'entièreté du parti est populiste, alors que des fois, ça peut être seulement certaines personnes au sein de ce parti-là qui seraient populistes et non pas l'entièreté du parti. Donc, on peut garder ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'on parle d'un parti en entier qui serait populiste, mais bien certains individus. Ça peut être simplement un style, une attitude personnelle. On peut le concevoir comme étant un phénomène de com', donc ce serait juste un style de rhétorique, un style de discours, une idéologie. Je l'ai dit, c'est pas toujours clair si on rentre dans l'idéologie, et en plus, ce serait une idéologie qui serait mince, donc qui ne serait pas entièrement satisfaisante. Une philosophie d'émancipation, donc c'est une façon de faire la politique autrement, et donc on sort du cadre de politique plus traditionnelle pour vraiment aller chercher les laissés pour compte, etc., etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de consensus et la définition qu'on se donne du populisme va être teintée par l'approche qu'on veut se donner. L'important, c'est surtout, évidemment, qu'on soit en recherche ou qu'on fasse juste en parler, d'être clair sur qu'est-ce qu'on entend, c'est quoi, nous, notre définition, pourquoi on considère que c'est elle la meilleure, et donc, après ça, avoir une grille d'analyse. Ce qui n'est pas toujours le cas, ni dans les médias, ni dans les discussions, ni dans la recherche non plus. Cependant, même si notre définition peut changer, je vous dirais qu'il y a certains petits concepts, certains petits éléments qui reviennent tout le temps. Peu importe quelle approche on a, quelle définition on retrouve toujours dans le populisme et dans, par exemple, un parti populiste, la notion de l'importance du chef ou de la chef. Donc, les leaders de ces groupes, de ces partis-là, sont nécessairement des personnes qui sont considérées comme hyper charismatiques, qui s'élèvent un peu au-dessus du peuple, là, qui sont les seuls représentants possibles de ce peuple-là, qui sont un peu défiés, là, ça devient un peu des demi-dieux, puis le parti devient synonyme de cette personne-là et non pas de leur programme. C'est l'importance de cette figure-là qui compte. Et que, justement, ce parti devient tellement personnifié autour de sa personne que la campagne électorale aussi va être nécessairement personnifiée autour de cette personne-là. On peut leur dire qu'ils ont certaines caractéristiques qui se rapprochent de la démagogie aussi, d'aller flatter les masses et d'aller parler dans le sens du poil. Là, ça, c'est sûr que ça revient, mais est-ce que tous les démagogues sont populistes nécessairement? C'est peut-être pas clair. Mais du moins, c'est la seule personne qui est capable d'aller représenter les intérêts du peuple. Et donc, on retrouve aussi comme élément cette incarnation du peuple-là, pas juste le ou la chef, mais le parti va se revendiquer d'être le seul parti, la seule option, la seule alternative possible pour représenter les intérêts du vrai monde. Évidemment, là où il y a un bémol, c'est que le vrai monde, le peuple, comme on l'entend, a une définition assez spécifique. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire partie de ce peuple-là. On est généralement assez exclusif. Et donc, si on tombe, par exemple, dans un exemple assez classique, là, mais dans un exemple de populisme de droite, bien, nécessairement, le peuple, le nous, va être ceux qui répondent à la liste de critères. Donc, fort probablement pas les gens issus de l'immigration, fort probablement pas les réfugiés, fort probablement pas ceux qui sont assistés sociaux, vous comprenez. Donc, la liste peut être vraiment très longue et c'est une notion assez exclusive de qui peut faire partie du nous par rapport au eux, l'autrui significatif. Et donc, ça pose un problème non seulement de monopole de la représentation, parce qu'on peut vite exclure beaucoup de monde, mais aussi pour le pluralisme démocratique, parce qu'éventuellement, on est les seuls. Pourquoi il y aurait de l'opposition? Pourquoi il y aurait d'autres joueurs si on a compris comment ça marchait, puis on est les seuls qui détiennent la vérité, finalement? Et lorsqu'il est question de peuple, et vous allez voir, j'arrive à une parenthèse, une petite distinction qu'on peut entendre souvent. On parle de peuple, on peut parler vite de nation, donc de nationaliste, et donc, lorsqu'il y a un parti qu'on dit qu'il est nationaliste, c'est nécessairement un parti populiste. Mais attention, parce que là, il ne faut pas mélanger les choses. Lorsqu'on entend d'un parti populiste ou un parti nationaliste ou de nationaliste, ce n'est pas forcément synonyme. Il ne faut pas amalgamer les choses. Et je m'explique. Un parti nationaliste, à la base, va être un parti qui, oui, veut une volonté de représentation
accrue des intérêts qui sont nationaux, mais ils vont varier dans leurs objectifs, dans leur façon de faire, dans leur façon de vouloir un changement politique important. Évidemment, ça se retrouve. Évidemment, il va y avoir aussi une définition ciblée des contours de la nation qu'on désire représenter. Évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle en philosophie politique une volonté de communauté imaginée, d'un groupement de qui on veut représenter les intérêts. On peut utiliser un ton un peu de victimisation sur le pourquoi du comment de notre existence et voilà pourquoi ça devrait changer. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on veut nécessairement abolir le pluralisme politique ou avoir un leader qui s'élève au-dessus de la masse. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de nationalisme qu'on parle nécessairement de populisme. Fin de la parenthèse. Et on va vers un autre concept qui revient souvent pour dire qu'on est en présence ou non de populisme. Ce serait celui d'être contre le système, être anti-système, vouloir déconstruire les institutions, apporter du véritable changement. Parce que ces institutions-là, comme elles ne nous représentent pas adéquatement, ben c'est sûr parce qu'elles sont façonnées, répondent aux intérêts plutôt des élites et donc pas du vrai monde. Et pour parvenir à ces changements-là, pour briser le système, pour le changer, ben on peut parfois intégrer, je pense notamment en Europe où il y a des coalitions qui sont possibles entre différents partis pour obtenir plus de sièges ou obtenir le pouvoir même. Et on parle du système, mais aussi contre, on le dit, les élites, cette opposition morale. Ben, on va non seulement miner leur crédibilité, mais en plus aller miner la crédibilité, la légitimité des contre-pouvoirs, par exemple. Je pense, par exemple, aux médias, au pouvoir judiciaire, aux experts, aux intellectuels, etc., etc. Ils sont tous et toutes façonnés par les élites, donc pourquoi les écouter, au final? Cependant, on parle de vouloir briser le système. Une autre parenthèse importante à faire, ce n'est pas parce qu'on parle d'anti-establishment, d'anti-système, que nécessairement on parle de populisme non plus. Je m'explique. C'est un parti anti-système est un parti ou un groupe qui exerce simplement une forme radicale d'opposition. Donc, que ce soit avec un autre acteur ou tous les autres acteurs, comme par exemple les autres partis, il y a une opposition, un isolationnisme même avec les autres. Il n'y a pas de possibilité de faire des compromis, de faire des coalitions, par exemple, je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'accord possible avec les autres joueurs qui sont avec nous dans le système dans lequel ils nous accueillent. Et il y a une incompatibilité idéologique face au système, justement, qui nous accueille. Pas forcément antidémocratique, pas nécessairement violent, mais simplement une volonté de déconstruire et de s'opposer à ce système-là. Encore une fois, évidemment, ils se perçoivent comme des outsiders, un peu champ gauche, là. On va apporter beaucoup de changements, on va avoir peut-être même un ton très émotif, mais encore une fois, on ne veut pas forcément miner le pluralisme, avoir un leader qui s'élève au-dessus des masses, avoir etc., etc., puis les autres critères dont je vais vous parler. On n'a pas forcément ça non plus. Donc, il faut faire la différence entre quand on parle de l'anti-establishment, quand on parle d'anti-système, puis quand on parle de nationalisme aussi. Finalement, le dernier petit concept, qui se retrouve tout le temps lorsqu'il est question de populisme, c'est la tendance à la sursimplification des enjeux. C'est-à-dire de présenter volontairement, par exemple, un discours ou des plateformes électorales qui sont vagues, qui sont un peu simplistes, qui proposent des solutions pas très sophistiquées à des problèmes qui sont pourtant hyper complexes, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes politiques. On va aller chercher l'explication qui va répondre à tous nos problèmes. Pas forcément comme je vous disais, la plus sophistiquée, mais on va aller trouver un bouc émissaire. On va aller trouver des termes, des explications qui peuvent parler au monde, qui sont simples à comprendre. Puis donc, on ne fait pas nécessairement référence à votre capacité d'esprit d'analyse, d'esprit critique. On vous fournit une solution, on vous fournit un peu un pré-mâché, là, puis donc, voilà, ceci explique ce problème complexe en 2 secondes, puis les autres sont donc niaiseux de ne pas y avoir pensé avant. On vous l'explique, on vous le donne, et ça finit là. Cependant, c'est des concepts, comme vous pouvez le voir, qui peuvent vite devenir connotés, soit péjoratifs, soit quoi que ce soit. Là. Donc, il y a énormément d'amalgames qui sont possibles, et ça devient souvent synonyme
d'extrême droite nationaliste. Alors que le populisme de gauche existe aussi, mais on en parle non seulement beaucoup moins, mais il est beaucoup moins recherché aussi dans la littérature. On va avoir évidemment, lorsqu'on parle de gauche, un parti, par exemple, je pense notamment au parti en Amérique latine, où le rapport à l'élite, la présence d'un chef, etc., est là, mais le rapport à l'élite est surtout l'élite économique. Donc, il y a un petit peu plus d'inclusion au sein de la société, donc de qui peut faire partie du nous, le « eux », l'autrui significatif, et surtout, par exemple, le 1 le colonisateur aussi, donc par exemple, les États-Unis qui viendraient s'ingérer dans notre politique, etc., etc. Donc, c'est un rapport qui est très différent face à l'exclusion, mais ça, on en parle rarement, on le voit rarement, puis lorsqu'on parle ou on entend parler de populisme, bien, nécessairement, c'est des gens d'extrême droite. Alors qu'il faut faire attention, il y a des distinctions importantes, puis c'est compatible, ce populisme-là, avec tous les programmes économiques, tous les types de régimes aussi. Il pourrait y avoir des dictatures populistes, par exemple. Il pourrait y avoir des démocraties populistes, etc., etc. Donc, le populisme, comme je l'ai dit, peut être de gauche, de droite, peut être nationaliste, pas forcément, ou on peut être nationaliste sans être populiste, on peut être anti-système sans être populiste, mais pour être populiste, il faut absolument être anti-système. Si je résume in a nutshell, et ça peut vite devenir très chargé émotivement, normativement. Ça devient surutilisé à tel point que parfois ça perd un peu de son sens. Ça devient simplement une étiquette péjorative pour dénigrer un peu son adversaire, de le traiter de populiste, donc nécessairement ça mine à sa crédibilité. Mais il y a un risque aussi, comme on perd un peu de son sens, bien, de le retrouver partout. Et c'est d'où l'importance justement de bien le comprendre. Donc, si on se garde des critères d'identification en tête pour le reste de la présentation, on veut incarner la volonté de ce peuple-là par rapport au pluralisme qui inclurait tout le monde. On veut être anti-système et on veut miner les contre-pouvoirs, qu'ils soient médias, intellectuels, etc., miner à leur crédibilité et surtout sursimplifier aussi par des enjeux. Donc, les paradoxes, je vous ai dit, on est loin d'être très simple, d'être très clair. On va jouer sur l'ambiguïté, soit par rapport à sa propre nature ou soit par rapport aux propos que l'on tient. Et on va être rarement loin d'une contradiction. C'est-à-dire, le premier, je le regroupe sous les leaders étant entre l'élite et l'antisystème. Pourquoi les leaders seulement? Ben, on l'a vu, c'est la figure la plus importante, le symbole actuellement, de façon, je dirais, dans le contexte contemporain, la figure la plus proéminente pour le populisme. On l'a dit, ils ont une personnalité un peu différente, qui clash avec la politique traditionnelle. C'est des gens qui peuvent faire des erreurs parce que, justement, ils proviennent du vrai monde. On ne provient pas de l'élite, on ne connaît pas vos codes. Nécessairement, c'est normal de faire des erreurs. On va même pouvoir utiliser ce qu'on appelle les mauvaises manières, donc d'utiliser un langage hyper familier, d'être hyper émotif dans nos discours, d'aller tenir des propos très politiquement incorrects parce que, justement, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on a un style très différent et donc ça excuse un peu notre attitude. J'ai dit que s'oppose aux élites. Quelles élites? Évidemment, les élites politiques, donc soit celles et ceux qui dirigent, ou sinon juste leurs collègues politiciens et politiciennes. Le colonisateur, comme je vous parlais tout à l'heure, ça peut être l'élite économique, donc le 1 %, les GAFA, les banques. Le néolibéralisme en général, ça peut être les médias surtout les médias mainstream, donc les médias traditionnels, et comme je vous disais tout à l'heure, les intellectuels, les experts, les scientifiques. Si j'illustre rapidement, on reprend notre exemple de Maxime Bernier qui, durant la pandémie, dans sa façon de s'opposer aux élites, avait fait un rassemblement déjà étant en porte-à-faux avec l'élite considérée comme provenant de la santé publique, fait son rassemblement en pleine pandémie devant les locaux de la CBC. Donc, pour manifester comme, je pense que c'était la couverture médiatique de la pandémie, je ne sais plus trop c'était quoi. Mais bref, vous comprenez qu'on veut s'opposer à cette élite qui provient des médias. Même chose pour Réduem aussi, pendant longtemps, là, il s'est beaucoup opposé à toute forme d'élite possible et imaginable dans ses discours. Vous avez Pablo Iglesias qui était de Podemos en Espagne, qui s'est fait notamment connaître avec le mouvement des indignés il y a quelques années.
donc qui s'attaque à l'élite conservatrice économique espagnole. Vous avez notre chère Marine Le Pen, qui, au nom du peuple, déjà, je pense qu'il n'y a pas slogan plus populiste que ça. Elle avait repris dans sa dernière campagne le symbole de la rose, le symbole de la rose étant le symbole des partis socialistes en France, donc qui s'adresse aux élites, à la classe ouvrière, justement. Et donc, on va aller parler au vrai monde. Alors que normalement, le Parti socialiste et son parti sont complètement à l'opposé du spectre politique. On veut aller chercher justement ce vrai monde-là et on veut démontrer qu'on est capable d'aller les chercher. Donc, on reprend en phénomène de com leurs symboles pour leur montrer qu'on les inclut dans notre discours. Et si vous ne connaissez pas, ici, juste en bas, vous allez voir, là, ils ont changé leur image récemment pour être plus acceptable au sein de la société. Là, c'est Jimmy Åkesson qui est le chef et même le président des démocrates de Suède, qui est un groupe d'extrême droite assez virulent et qui a en son sein en son sein un peu, du moins des sympathisants, des sympathisantes qui proviennent de groupuscules de Ligue nordique et de défense des droits généralement blancs et néo-nazis, qui ont adopté les petites fleurs printanières pour adoucir un peu leurs propos. Mais ça ne change pas qu'ils ont tellement eu des discours virulents et hyper racistes qu'ils sont bannis des médias seulement. Donc, il est très climato-sceptique et très anti n'importe quelle élite, vous pouvez l'imaginer, donc très virulent aussi. Sauf qu'il faut toujours garder en tête, là où est le paradoxe, mais c'est qui ces gens-là? D'où ils proviennent, d'où elles proviennent, à qui on s'adresse. Évidemment, ça vaut aussi pour les figures politiques ordinaires, là. Pas nécessairement les populistes, toujours intéressant de savoir à qui on a affaire, là. Mais le paradoxe, c'est que, généralement, vous voyez la famille Ford, Doug Ford, Rob Ford en Ontario, Marine Le Pen avec son père, les Bernier, qui forment des dynasties politiques familiales depuis longtemps établies, donc une élite elle-même politique depuis longtemps établie. Donald Trump, qui est évidemment une élite économique indéniable, avec Nigel Farage, qui était avec le UKIP dans le temps du Brexit aussi, élite économique. Éric Duhaime a, en bon français, bâché sur les médias alors qu'il a fait partie lui-même d'une élite médiatique pendant très, très, très longtemps. Élite politique aussi, du temps où il faisait de la politique partisane pour d'autres partis traditionnels. Vous avez en bas Viktor Orban, qui est un cas textbook un peu là, de populisme en Hongrie, qui a fait des hautes études, a occupé des postes de hauts fonctionnaires au sein de son État, donc anti-système égal. Là, on a quand même tous et toutes des conditions de possibilité qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Évidemment, nous aussi, là, on passe un samedi après-midi à jaser de populisme. Là, nécessairement, on a eu des conditions de possibilité qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui, là, mais on revendique quand même pas avec un leader charismatique le fait qu'on est contre les élites. Je vous parlais de Donald Trump. Ça ne l'empêche pas quand même d'aller jouer au golf avec Bill Clinton et l'ancien maire de New York et tous les grands bons de la politique américaine. Donc, on n'a clairement pas les mêmes samedis après-midi. Vous avez Boris Johnson qui a fait des hautes études aussi, qui était maire avant, qui a je pense même des ancêtres prestigieux, etc. Le même Pablo Iglesias qui était contre les 1% et avec les indignés. Certains en Espagne lui ont reproché un peu le décalage entre son style de vie et ses propos avec son manoir d'environ 2 millions d'euros. C'est peut-être un peu un décalage entre nos revendications et la réalité. Et quand je vous disais qu'avec le populisme, on n'est pas à une contradiction près, vous avez en bas les membres fondateurs de l'Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti qui est considéré un peu textbook aussi populiste, mais qui a été fondé par des profs d'université. Donc, une élite d'experts, d'intellectuels. Donc, on veut s'opposer à l'élite, mais au final, généralement, on n'est pas loin d'en faire partie. Et on veut être anti-système, mais généralement, on se doit de participer et de perpétuer ce système-là nécessairement pour pouvoir être populiste et éventuellement changer le système. Mon deuxième paradoxe serait avec la médiatisation. On a parlé, ils exècrent hautement les contre-pouvoirs, dont les médias mainstream. Mais il faut garder en tête que aussi, non seulement les médias mainstream, mais à peu près toutes les formes de médias ont vu la montée et ont favorisé la montée du populisme, notamment à cause de la logique de l'agrégation des algorithmes aussi, aujourd'hui, dans une façon plus actuelle.
Alors, ça nous permet de rejoindre hyper rapidement, de façon très convaincante et directe, énormément de gens qui normalement seraient assez dispersés, assez diffus. Donc, on rejette ce contre-pouvoir-là, mais en même temps, on considère l'influence toujours grandissante des médias, soit sur l'opinion publique, soit sur les prises de décision. Comment font ces populistes-là, justement, pour faire face à ce rapport face aux élites-là? Il faut savoir que la médiatisation, parce qu'en fait, on pourrait dire pourquoi tant exécrer les médias que ça, la médiatisation répond à 4 dimensions. Donc, on considère que les médias sont la source la plus importante d'informations qu'on peut obtenir, qu'il y a une autonomie entre ces sphères-là. Donc, en théorie, il y aurait la sphère médiatique, la sphère politique, et qui sont complètement autonomes, ne doivent pas s'influencer. Cependant, le contenu produit par ces médias-là et la couverture médiatique des enjeux répond à une logique, à une pratique médiatique. On le sait, là, soit par rapidité, instantanéité, on n'a pas toujours le temps de chercher les bonnes informations, qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui va être populaire, le clickbait, etc., etc. Donc, il y a des pratiques médiatiques qui nécessairement, éventuellement, vont influencer les pratiques aussi politiques. Et c'est cette interrelation-là que les populistes vont aller dénoncer. On n'a pas accès à une véritable information. Ils répondent à des intérêts autres que ceux du vrai monde, du vrai peuple, et donc c'est ce qui pose problème. Puis on pourrait se dire, bien, est-ce qu'il y a vraiment un impact des chercheurs? Des chercheurs se sont posé la question, y a-t-il vraiment un impact sur la couverture? Est-ce que les médias ont vraiment un impact sur les populistes? Est-ce que les populistes ont vraiment un impact sur les médias, finalement? Et on nous dit, certains disent que plus on devient mainstream, moins on devient intéressant. Donc, on a tout intérêt à demeurer populiste, à tenir des propos un peu décousus et un peu polarisants, parce que comme ça, on va avoir une meilleure couverture. D'autres disent que les médias traditionnels vont avoir tendance à être plus négatifs, à être plus virulents envers les candidats populistes, donc autant devenir mainstream. Donc, vous voyez, ça dépend des contextes où chaque chose fonctionne. Il y a des contextes politiques, sociaux qui sont plus alimentés, disons, par des propos plus extrêmes, d'autres moins. Qu'est-ce qui fonctionne où? Et donc, à un moment donné, cette interrelation-là de l'influence des médias sur la politique fait en sorte que certains vont même venir à parler d'un populisme des médias. Donc, tout le monde se renvoie un peu la balle en se jetant l'étiquette de populiste. Qui fait quoi? Finalement, ça ne devient pas toujours clair. Des exemples d'atteinte à la crédibilité, je reprends mes petits démocrates de Suède, là. Ils se sont plaints justement d'avoir été bannis des médias. On s'est tourné vers des médias alternatifs. Cependant, on va aussi tenter de nuire à leur crédibilité en usant de nos groupuscules qui sont sympathisants à notre cause et d'aller intimider verbalement, physiquement des journalistes de médias mainstream traditionnels pour servir un peu nos propos et pour nuire à leur crédibilité. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Donald Trump. À peu près tous les jours de son règne et de ses campagnes, il a atteint à la crédibilité du moins, il a voulu atteindre à la crédibilité des médias. J'ai un exemple en tête. Il y a eu un moment avant son élection, il avait dit que le New York Times avait mal dépeint ses propos, son image, sa personne, finalement, et que c'était donc mensonger, il voulait les attaquer en diffamation. Il avait dit, je cite, la citation est assez bonne. « Une des choses que je vais faire si je gagne, je vais réexaminer nos lois sur la diffamation pour que quand ils écrivent des articles intentionnellement négatifs et horribles et faux, on puisse les poursuivre en justice et gagner des tas d'argent. » Donc, on comprend que la sophistication politique n'est peut-être pas nécessairement là. On ne sait pas trop à quel pouvoir il fait référence pour pouvoir s'attaquer aux lois sur la diffamation, parce que techniquement, la liberté d'expression est dans la loi constitutionnelle et à tous les jours, il s'est défendu par cette loi sur la liberté d'expression pour dire à peu près tout ce qu'il voulait. Donc, quand ça fait notre affaire, on garde l'argument, mais sinon, on menace d'intenter en poursuite, sauf que on ne sait pas trop à quoi il fait référence, mais il est beaucoup plus facile de dire qu'on va aller changer la loi pour expliquer un petit peu tous les détails qui ne font pas notre affaire que de vraiment aller rentrer dans des débats de loi constitutionnelle, etc. Donc, comment on va procéder? On va aller soit encadrer des enjeux d'une façon qui nous plaît plus, qui dessert mieux nos propos. On va organiser soit nos plateformes, nos publications avec du contenu qui nous avantage personnellement.
On va surtout utiliser beaucoup de médias sociaux, de médias alternatifs aussi. On va utiliser des mots-clés et un ton émotif qui, encore une fois, sert nos propos. Mais on va aussi pouvoir reprendre du contenu qui a été produit par les médias mainstream. Parce que, bon, si on prend l'exemple de Maxime Bernier, durant sa dernière campagne, il a repris, comme vous pouvez voir, un article de la presse pour dire « Le Parti populaire a vu ses appuis presque doubler dans les sondages depuis le début de la campagne, malgré le peu d'attention médiatique qu'il a reçu jusqu'à présent. Un gain réussi grâce aux médias sociaux, selon des experts. » Donc, normalement, il est contre les experts. On n'aime pas les experts, c'est des élites, on n'aime pas les experts. On n'aime pas les médias traditionnels non plus, mais ça fait notre affaire, fait qu'on va reprendre l'article de la presse. Au final, on n'est pas niaiseux, on a compris. Les mêmes petits démocrates de Suède, je donne un enjeu. Par exemple, la BBC aurait écrit un article sur « Il y a eu un attentat quelque part ». OK, mais on va reprendre dans notre média alternatif cet article-là, cette nouvelle-là, mais on va surenchérir le rôle, par exemple, que des musulmans auraient eu dans cet attentat-là, ou que d'autres acteurs, peu importe, X, Y, Z, auraient eu. Et donc, on va dénaturer la nouvelle, on va changer la teneur pour servir nos propos, servir nos revendications, et là, on peut vite tomber dans la désinformation qui est assez dangereuse. Donc, je vous ai dit, on cherche à miner les contre-pouvoirs, miner les médias, sauf que ça devient une composante essentielle de notre stratégie. On les utilise souvent à outrance et ça devient des outils puissants de mobilisation. Je vous disais, les médias sociaux, c'est assez rapide et c'est assez facile de rejoindre énormément de gens. On va pouvoir facilement sursimplifier des enjeux, pas nécessairement aller chercher si c'est vrai ou non, et constituer des chambres d'écho pour certains enjeux, pour certains groupes qui vont réutiliser justement ces informations-là. Et donc, tout bonnement, on devient aussi dépendant des médias que si on disait qu'on n'était pas contre les médias, finalement. Finalement, mon troisième paradoxe, c'est l'apparence qui peut être trompeuse sur la sursimplification. Je reprends l'exemple de Boris Johnson tout à l'heure. Boris Johnson qui a été connu comme étant un peu, des fois, habillé un peu tout croche, des cheveux un peu dépeignés, des propos un peu confus. Un peu à la Donald Trump, finalement, là, mais bon, version Royaume-Uni, donc ça a l'air un peu plus classe, mais au final, ça ne l'est peut-être pas. Et le New York Times, justement, avait quand même eu un bon point en disant que ces choix vestimentaires-là, ou cette espèce d'attitude-là, sur d'autres figures publiques, auraient eu l'air de n'importe quoi, auraient été sujet de moquerie, auraient permis aux gens de douter de sa capacité à mener de front, par exemple, des sommets économiques, des sommets politiques, mais qui, au final, lui, ça lui a servi. Ça a été l'équivalent d'un badge de crédibilité auprès du monde. Et donc, il a l'air vrai, on va y faire confiance nécessairement. Mais est-ce que, sous les apparences de décousu, cet événement-là est assez savoureux, vous irez voir, c'est durant les Olympiques de Londres en 2012, lorsqu'il était maire, il n'était pas PM à ce moment-là, mais il est resté coincé là pendant des heures d'ailleurs. Hein. Il était vraiment pogné, là, mais il y avait ses petits drapeaux, puis il était donc content. Là. Sous ces heures de sortir tout droit d'un nid de coucou, c'est peut-être pas aussi simple que ça, puis la sursimplification, des fois, peut être juste en apparence. On va, je vous disais, avoir des propos simplistes, être vague, avoir une personnalité qui sort un peu du cadre traditionnel, avoir un langage familier, puis être en décalage complet avec les autres politiciens, avec les autres politiciennes. Cependant, les plateformes qui sont vagues, elles sont volontairement vagues. Ces images de déconstruits et de je fais partie du vrai monde, j'arrive du gym et donc c'est normal que je sois décoiffée. C'est une image qui est soigneusement construite, qui est soigneusement pensée et c'est pas pour rien qu'on les voit habillés comme ça. Il y a, soit eux-mêmes y ont pensé ou soit ils ont une équipe complète de 20 personnes en com qui leur dit là, tu dois faire ça. C'est pas du hasard. Et leur message aussi, même s'ils ont l'air décousus, c'est entièrement pensé aussi. Et généralement, on va aller chercher des techniques hyper sophistiquées en communication politique, en micro-ciblage, par exemple, en utilisation de bases de données, qui sont des outils hyper puissants. Tous les partis l'utilisent d'ailleurs, ces techniques-là, c'est pas juste les populistes. Là. Mais justement, on va aller se donner les moyens d'utiliser ces outils-là, alors que c'est pas très simple. Et De Rosa avait fait un article sur les liens entre le groupement Québec Fier, donc de droite, de Québécois dits de souche, et le PCQ, avant que Éric Duhaime se présente. Et il avait partagé sur Facebook, partagez et remplissez ce formulaire
si vous supportez la candidature d'Éric Duhaime, blablabla, blablabla. S'il décide de faire le saut, on va pouvoir lui transmettre cette liste afin qu'il entre en contact avec les signataires. Donc, potentiellement, lui donner une immense base de données avec potentiellement des milliers de noms. Donc, c'est un outil de mobilisation, mais un outil de com incommensurable. Donc, c'est pas nécessairement si broche à foin que ça. C'est pensé et on utilise des techniques que tous les autres partis utilisent aussi. Et aussi, le public à qui on s'adresse, je vous disais que c'était des gens qui se sentaient laissés pour compte, des gens qui ne sont pas intéressés, des gens qui ne vont potentiellement pas nécessairement aller voter, qui ne vont pas nécessairement être mobilisés par la chose politique. En sciences politiques, je vous dis, c'est le pire public cible qu'on peut aller chercher, ils sont impossibles à aller chercher, ils ne sont pas intéressés de toute façon. Donc, c'est pas... Ils font déjà énormément d'efforts techniques, mais il faut vraiment qu'ils fassent des efforts aussi pour aller chercher ces gens-là. Et des cibles qui sont compliquées, par exemple, il y a les sondages, par exemple, le CES, le World Value Survey, par exemple, etc. Pour aller chercher les attitudes populistes, c'est des gens qui sont insatisfaits envers la démocratie, qui ont une perception de déconnexion des politiciens et des politiciennes, qui ont l'impression que les citoyens n'ont pas leur mot à dire, etc., etc. Je voudrais, la quatrième variable, j'aimerais mieux être représenté par un citoyen que par un politicien spécialisé. Donc, vous voyez un peu le genre d'attitude que ces personnes-là ont et la complexification de la campagne qu'on vient d'aller chercher. On n'a pas nécessairement toujours une grosse machine de financement derrière nous établie depuis longtemps. On utilise des techniques qui sont hyper sophistiquées, donc on a une compréhension ultra fine de qui est notre électorat cible. Donc, on n'est pas si décousu, pas si broche à foin que ça. Et alors que souvent, on a l'impression qu'on tombe dans le dialogue de sourds, dans des opinions, dans des croyances, on n'a quand même démocratiquement pas le choix de les inclure aussi dans cette discussion-là, dans cette grande discussion de la démocratie. Puis, ironiquement, eux aussi n'ont pas le choix de participer s'ils veulent éventuellement changer ce système dont ils se targuent de vouloir changer. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ait des affinités avec eux ou pas. C'est des gens qui ont quand même une raison d'être. Il faut chercher à comprendre comment ça se fait qu'ils tiennent ces propos, ces revendications-là, même si nous, ça ne nous rejoint pas. Ils existent quand même et elles existent quand même au sein de la société. Puis il faut essayer de comprendre justement d'où ça vient. Puis il faut accepter qu'il y a plusieurs façons peut-être de faire la politique et que visiblement, ce qu'ils et elles font, ça fonctionne. Ils ont trouvé des stratégies, ils ont trouvé des façons de fournir des propos assez simples, certes, mais qui fonctionnent. Et qui, certains partis qui sont plus traditionnels sont en déclin, peut-être qu'ils pourraient s'échanger des petites informations pour comprendre mieux comment tout ça se passe. Et rapidement, j'ai parlé d'enjeux et de défis parce qu'on a dépeint un portrait peut-être assez négatif, assez sombre là, du populisme, avec des figures un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais plusieurs chercheurs se sont penchés sur est-ce que c'est si négatif que ça, finalement, le populisme? Est-ce qu'il n'y aurait pas certains bénéfices dont on pourrait profiter éventuellement? Je pense par exemple à Chantal Mouffe qui a écrit « Pour un populisme de gauche », donc ça nous fournirait une solution un peu à la façon de faire la politique. Il y en a certains qui disent que ça démocratise la démocratie, en ce sens où on rend plus accessible, on rend plus simple, on veut parler au vrai monde, comme je disais tout à l'heure. On aurait peut-être davantage de démocratie directe ou davantage de redevabilité envers les citoyens et les citoyennes. On remet en question l'élitisme, on remet en question ce qui se fait actuellement, ce qui n'est pas forcément mauvais. On peut potentiellement mettre à l'agenda des enjeux qui seraient normalement esquivés par les partis traditionnels. Puis à terme, on peut se dire, si on va chercher les citoyens et les citoyennes que je vous disais tout à l'heure qui normalement ne vont pas nécessairement voter et qui ne sont pas intéressés, à terme, sur plusieurs cycles électoraux, on peut se dire peut-être que potentiellement, ça pourrait augmenter la participation électorale, la mobilisation, l'intérêt de la société pour la chose politique en allant chercher ces gens-là. Mais il faut garder en tête que oui, en théorie, c'est intéressant, mais il y a aussi plusieurs risques qui sont à garder en tête. Et lorsqu'il est question de populisme, il faut être conscient de ces risques de dérive-là. On peut quand même mettre à mal les institutions démocratiques, le pluralisme dont je parlais tout à l'heure, l'hétérogénéité des gens qu'on veut représenter. Trouver des boucs émissaires pour expliquer des situations, ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure stratégie non plus.
on peut, à force de dire que les politiciens et les politiciennes ne sont pas dignes de confiance, donc il faut changer, bien, nécessairement, on alimente un peu ce cynisme-là et cette perte de confiance-là. Donc, c'est quand même un risque assez important. Faire des chambres d'écho avec des propos simplistes et de la désinformation, c'est dangereux aussi, et ça tombe vite, justement, dans ce que je disais, étant un dialogue de sourds. Et tomber dans les opinions et les croyances par rapport aux théories, à l'empirie, aux faits. Si on ne veut plus entendre que des faits sont des faits, mais bien des croyances, bien là, on vient complètement brouiller les cartes et ça devient difficile, tout un chacun, de s'entendre. Je parlais de la mise à mal du pluralisme, mais aussi de la notion de débat. Et aussi, bien, le nous, la question du nous devient vite connotée, donc il faut quand même s'interroger à savoir de qui il parle. Il y a une tendance vers la centralisation de cette personne-là, de ce chef, de ce leader qu'on parlait tout à l'heure. Bien, si on vient qu'à avoir un monopole de représentation des gens, mais en plus que l'opposition n'est plus nécessaire, on tombe vite dans l'autoritarisme éventuellement. Et c'est un grand risque aussi pour la démocratie. Et un risque de polarisation par rapport à la fragmentation qu'il y a actuellement, une polarisation, une mise à mal finalement complète des institutions démocratiques. Et alors que Chantal Mouffe dit qu'on devrait être pour un populisme de gauche, bien, certains auteurs comme Wisbord disent que le populisme serait tout bonnement incapable de répondre aux besoins des citoyens, des citoyennes et des démocraties multiculturelles contemporaines. Donc, on est vraiment en dilemme parce que, bien, en démocratie, alors qu'on permet l'expression de la volonté de la population, qu'on délègue une partie de nos pouvoirs à des gens pour elles prennent des décisions à notre place, bien, on peut se dire, est-ce qu'il ne serait pas juste logique de tenter d'aller dans une façon un peu catch-all, un peu attrape-tout, d'aller parler un peu à tout le monde, d'aller parler au vrai monde, d'aller chercher l'appui du plus grand nombre, de simplifier nos propos, de vulgariser nos propos pour que tout le monde comprenne. On donne énormément actuellement d'importance aux sondages. Donc, est-ce que c'est pas mieux de juste essayer de répondre aux préoccupations du vrai monde? Sauf qu'il y a un danger quand même de tomber entre la vulgarisation de nos propos et la sursimplification des propos. Et il y a un risque aussi de confondre la volonté populaire, au sens de, je vous disais tout à l'heure, au sens de Rousseau, là, et l'opinion publique d'un segment de la population qui serait peut-être, par exemple, plus virulent sur un média social, mais qui, au final, n'est pas nécessairement représentatif de toute la population. Et si, encore une fois, une partie de ce dilemme-là, si on se fait l'avocat du diable, ben, est-ce qu'on pourrait se demander, tous et toutes les politiciens et politiciennes ne font pas éventuellement preuve de populisme à un moment donné dans leur carrière? C'est être électoraliste, mettons, ou dire des propos qui, peut-être, à un certain moment, pourraient correspondre à un des critères qui serait considéré comme étant populiste. Puis est-ce que tous les politiciens, toutes les politiciennes, à un moment donné, n'auront pas essayé de chercher un bouc émissaire pour essayer d'expliquer une situation? Sauf que si on tombe là-dedans, si on tombe dans cette réflexion-là, mais j'allais dire sans trop réfléchir vraiment à tout ce que je vous ai présenté, puis tous les critères, puis d'où ça vient, etc., mais il y a le risque de juste le voir partout et de considérer tout le monde comme étant populiste, alors que, je vous l'ai dit, c'est quand même assez connoté et il y a des risques associés à ça. Donc, en conclusion, il n'y a aucune, malheureusement, je suis désolée, il n'y a aucune définition, je dirais, définitive, entièrement satisfaisante du populisme. Il y a par contre plusieurs approches qui sont possibles. L'important, c'est d'être transparent, d'être clair sur la définition que nous, on considère lorsqu'on en parle ou lorsqu'on l'écrit ou peu importe, et d'y rester avec notre grille d'analyse et d'être transparent sur cette grille d'analyse-là. Je vous dirais aussi que c'est davantage binaire, pas binaire, mais plutôt un spectre plutôt que binaire, pardon. Donc, il n'y a pas juste une façon d'être populiste. On n'est pas entièrement populiste, on ne l'est définitivement pas. Il y a plusieurs façons de l'être et on peut l'être énormément à un certain moment et l'être un peu moins à certains d'autres. Ce n'est pas synonyme, être populiste n'est pas synonyme d'être anti-système, d'être nationaliste, d'être d'extrême droite, d'être autoritaire ou d'avoir un style simplement populaire, donc de vouloir ressembler au public à qui on veut, de qui on veut représenter les intérêts. Ce n'est pas nécessairement de droite, mais ce n'est pas nécessairement juste de gauche non plus. Et c'est non seulement partout, mais c'est surutilisé et fort souvent mal utilisé, donc il faut faire attention. Et que ben, je ne veux pas nécessairement... j'ai donné des exemples, évidemment, qui sont plus proches d'ici, mais ça reste quand même un phénomène assez minoritaire au Québec et au Canada.
notamment de par le système électoral qui nous régit, qui émet d'énormes barrières envers les acteurs qui sont peut-être plus aux extrêmes. Cependant, on a vu notamment avec les dernières élections où les sièges auraient peut-être été beaucoup plus importants si le système avait été fait autrement. Ce n'est pas mon combat de discuter de la réforme potentielle électorale, là. Simplement qu'il y a des barrières pour le moment qui existent encore. Donc, c'est assez minoritaire. Seulement, ce n'est pas parce que c'est minoritaire qu'il ne faut pas les écouter. Parce qu'au risque de les marginaliser, bien, au final, on fait juste conforter leurs propos et de dire que c'est vrai qu'ils sont laissés pour compte et marginalisés parce que, dans le fond, on ne les écoute pas. Et ça conforte des propos qui peuvent potentiellement devenir toujours juste de plus en plus extrêmes. Donc, il faut déconstruire tout ça et inclure tout le monde dans la discussion, quand même qu'on est d'accord ou pas avec ce qu'ils disent. Et donc, de rester à l'affût puis de surveiller les prochains cycles électoraux, comment les gens articulent leurs propos, et de se donner, encore une fois, des critères qui sont clairs et transparents pour bien comprendre le populisme et bien comprendre la situation politique que l'on vit actuellement. Donc, voilà, merci. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Merci énormément. Catherine. Vous nous avez éclairé. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci beaucoup, Catherine Villeneuve-Siconelli. Nous avons une question de l'auditoire qui écoute virtuellement cette conférence. Donc, je vous la lis. Parmi les enjeux et défis, outre la perte de confiance, est-ce que le populisme peut aller aussi loin que la naissance, finalement, que de provoquer de la violence civile, comme on l'a vu le 6 janvier au Capitole aux États-Unis? Malheureusement, j'ai envie de dire oui. Pas nécessairement partout, pas nécessairement dans tous les contextes. Il faut quand même y aller avec des nuances. Mais si on reprend l'exemple tout à l'heure des démocrates de Suède, où les groupuscules qui sont sympathisants à ce groupe-là avaient été physiquement et verbalement intimider des journalistes et nuire à leur travail et nuire à leur crédibilité, ben nécessairement, ces gens-là ne sont pas ceux qui ont le plus confiance envers la démocratie et envers le système. Et sur les médias sociaux, les médias alternatifs sont immensément présents. Donc, ça booste, si on veut, virtuellement leur importance au sein de la société, parce qu'on les entend énormément, on les entend beaucoup, on les voit beaucoup. Donc, ça donne l'impression qu'ils sont beaucoup là, qu'il y a énormément de gens qui ont une perte de confiance envers le système. Ça peut mener à des désobéissances civiles comme celle-là. Mais il faut se rappeler qu'au Québec et au Canada, quand même, si on suit des sondages, des projets de recherche sur la confiance des citoyens, on est quand même dans un état où, alors qu'on entend toujours le contraire, on est dans un des états où la satisfaction, ou du moins la confiance des citoyens envers les classes dirigeantes sont le plus haut. Donc, c'est peut-être possible chez certains segments de l'électorat, mais ce n'est pas nécessairement pour demain là, que nécessairement ça va devenir le chaos et la désobéissance civile et l'anarchie, je pense. Alors, je vais vous poser une deuxième question qui n'est pas une question piège, mais j'imagine que vous y avez déjà réfléchi. Le premier ministre Legault, le chef de l'opposition Pierre Poilievre, sont-ils, selon l'énumération des critères des populistes, il me semble qu'ils ne cochent pas toutes les cases, mais je vais vous laisser répondre. On n'a pas vu leurs photos sur votre PowerPoint. Donc, tout cela m'a intriguée. Poilievre, je dirais, avant de me prononcer, ça ne fait pas énormément longtemps qu'il a la figure qu'il a actuellement, donc je ne veux pas trop me lancer. Mais comme vous l'avez dit, même si Legault, on a tendance à beaucoup dire qu'il y a beaucoup d'avis d'experts qui ne sont pas tenus en compte et qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas tenues en compte, il y a énormément de critères qui ne sont peut-être pas remplis non plus. Non seulement, je dirais, le plus gros qui n'est pas rempli, c'est certainement la volonté d'être anti-système, là, nécessairement. C'est pas mal dans son intérêt de perpétuer le système actuellement, surtout avec 90 élus. Déconstruire un système qui nous a hautement favorisés, c'est peut-être pas une meilleure stratégie. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent s'y apparenter, mais je dirais de reprendre un peu chacun de ces critères-là, puis effectivement, ils ne collent pas tous. Exact. Sur la question des institutions, il n'y a pas de remise en cause beaucoup des il y a la question des compétences, là, des fois qu'on veut aller jouer un peu, mais ce n'est pas de déconstruire entièrement et de repartir à zéro. On joue beaucoup sur la présence du système actuel. On ne veut pas toucher non plus à la réforme électorale. On ne veut pas. Donc, il y a un paquet de petits éléments qui favorisent le système actuel qui ne sont pas remis en cause. Autre question de l'auditoire. Donc, d'abord, un remerciement
Merci de nous avoir éclairés. Donc, vous voyez, éclairer le public. Donc, vous avez beaucoup pris d'exemples de droite, mais j'ai retrouvé cette idée dans un parti français de gauche, les Insoumis de Mélenchon. Est-ce qu'on pourrait considérer la situation du parti comme une situation populiste? C'est-à-dire, est-ce que c'est un parti populiste que le Parti des Insoumis? Bien, je dirais encore une fois, reprendre les critères, de voir est-ce que ça colle ou non. Je ne crois pas qu'il colle absolument sur tout, notamment les avis nécessairement des experts. Je n'ai pas de jurisprudence là-dessus. Ce n'est pas un cas qui fait partie de ma thèse. J'ai montré des exemples beaucoup de droite parce que, justement, je voulais démontrer que c'est souvent les exemples qui nous sont donnés, alors que, bon, on discute peu des exemples de gauche. De refaire l'exercice, en fait. Donc, de voir est-ce qu'on veut détruire le système? Bien, oui, on est insoumis, mais est-ce qu'on veut miner la crédibilité de toutes les élites, de tous les contre-pouvoirs, s'incarner seulement la seule figure pouvoir représenter ce peuple-là et ce peuple très étroit dans sa composition? C'est pas toujours clair à ce moment-là. Donc, vous avez parlé de Donald Trump de façon assez évidente. Donc, je crois qu'il se classe d'après votre propre classification comme populiste. Y en a-t-il d'autres évidents qu'on devrait connaître? Je pense que Trump est le plus self-evident, parce que j'ai beau chercher. Généralement, on reprend l'exemple beaucoup de Le Pen. Mais est-ce que c'est toujours... Bien, quand même, dans la désobéissance civile un peu, dans le rejet des élites, oui, n'importe quelle élite, là, alors qu'elle-même, je l'ai dit, paradoxalement, provient d'une élite politique longtemps établie. Rejet des contre-pouvoirs, peut-être pendant la pandémie, beaucoup. Sursimplification d'enjeux, je ne veux pas aller dans les jugements de valeur nécessairement, je n'ai pas étudié chacune de ces plateformes, mais fort probablement, heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pensé à travers ma thèse. Mais probablement que Le Pen pourrait en être un. Je ne veux pas trop m'avancer, je n'ai pas tout étudié. Très bien. Mais vite comme ça, un exemple ailleurs, un petit peu plus loin de nous, mais quand même assez proche, je dirais celui-là. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est l'ensemble des questions qu'on a. On va maintenant clore la partie publique de cette conférence et on va consacrer le reste de l'après-midi aux questions des étudiants. Alors, merci énormément pour cette conférence très intéressante. Donc, une pause jusqu'à 1h50.